Inconsolables, elles le sont toujours. Ces familles subitement privées de leurs enfants, tous des apprenants enlevés, voilà déjà 2 semaines au niveau du lycée Bethel de l'État de Kaduna au Nigeria. Faute de répondants fiables, seule la prière au quotidien et pendant de longues heures pour se remonter le moral et espérer la libération sous peu des adolescents. Au milieu de la cour de l'école, les chaussures des enfants ont été ramassées en état. C'est là que Wobia Ibrahim, le père d'une des jeunes filles enlevées, passe désormais le plus clair de son temps, espérant le miracle un de ces jours. Comme dans la plupart des dernières attaques, les ravisseurs ont agi la nuit et forcé les enfants, en tout 119, à les suivre à pied dans l'obscurité jusque dans les forêts avoisinantes. Si quelques-uns ont pu s'échapper, le grand nombre reste encore entre leurs mains. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements de masse d'enfants et d'étudiants commis dans le nord-ouest du Nigeria par des groupes armés criminels. Les islamistes de Boko Haram s'étaient livrés au premier rap dans des écoles avec l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles dans le dortoir de Chibok en 2014, suscitant l'émoi de l'opinion publique mondiale. Depuis, les enlèvements d'écoliers se sont tragiquement multipliés, devenant presque la mode. Pendant les 6 premiers mois de l'année, 48 personnes, pour la plupart âgées de 17 à 25 ans, sont mortes par noyade dans la région de Dakar, dont une majorité en juin, explique l'adjudant-chef d'une équipe de sapeurs-pompiers de la capitale. À la même époque, l'an dernier, le bilan était de 44 morts. Au niveau national, les décès par noyade de baigneurs se comptent par centaines. 279 en 2018, 250 en 2019 et 224 en 2020. Les plages de la mort titrait cette semaine en guise d'avertissement le journal Sud Quotidien qui redoute un bilan encore plus lourd en juillet et août, période de canicule et de traditionnelles ruches des jeunes vers la mer. Malgré les 700 km de côte que compte le Sénégal, la majeure partie de ses 16 millions d'habitants ne savent pas nager, souligne le président de l'Association nationale des maîtres nageurs et surveillants de baignade Ibrahima Fall. Située sur une presque île à la pointe occidentale de l'Afrique, la capitale Dakar ne devrait pourtant en principe pas manquer de lieux de baignade. Mais outre que certaines plages urbaines atteignent des niveaux de pollution dissuasifs, beaucoup ont été privatisées par des propriétaires de bars, d'hôtels, de restaurants ou de résidences privées, a indiqué le maître nageur. Le mandat d'arrêt en cause a pour fondement réel une circonstance politique et non de droit commun, écrivent les avocats de Karim Keïta dans un courrier adressé à Interpol dont la AFP a eu connaissance. Le 5 juillet dernier, le tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako avait lancé un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta et l'avait transmis à Interpol afin que l'organisme diffuse une notice rouge selon une source proche de l'enquête. Les notices rouges d'Interpol, émises à la demande d'un État, consistent à demander aux autorités dans le monde de localiser et arrêter un fugitif recherché pour une extradition, sa remise ou toute autre procédure judiciaire. L'enquête qui vise Karim Keïta concerne la disparition d'un journaliste d'investigation âgé d'une 50aine d'années, Birama Touré, qui travaillait pour l'hebdomadaire de Bamako, le Sphinx. Il n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016, selon sa famille, et le directeur de la publication, Adama Dramé. Ces derniers disent craindre qu'il ait été enlevé, torturé et tué après plusieurs mois de détention, mais Karim Keïta a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter. Karim Keïta a trouvé refuge à Abidjan après le coup d'État militaire qui a renversé son père en août 2020. Karim Keïta n'est pas un fugitif et les autorités maliennes n'ignorent pas qu'il s'est installé en Côte d'Ivoire pour des raisons qui tiennent à sa sécurité personnelle, explique le courrier des avocats. Au Mali, un pouvoir de fait s'étant substitué à l'autorité judiciaire, il est possible d'en déduire qu'en l'État, il existe un risque sérieux que Karim Keïta soit privé des garanties de l'exigence d'un procès équitable, affirme la lettre. Lundi après-midi, 2 semaines après l'émission du mandat d'arrêt, Karim Keïta ne figurait pas sur la liste des notices rouges sur le site officiel d'Interpol. Des médecins congolais ont décidé ce lundi de durcir leur mouvement de grève en réduisant sensiblement
Pendant 7 jours, le nombre d'hôpitaux devant recevoir uniquement des cas d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après analyse de la réponse du gouvernement par des médecins à travers la République, ils ont donc décidé de radicaliser le mouvement de grève sous la forme de polarisation des urgences du mardi 20 juillet au mardi 27 juillet, a déclaré le docteur Mankoyi Badjouki, président du syndicat national des médecins du Congo, SINAMED. À compter donc de la dite date, il n'y aura plus de service minimum dans les hôpitaux. Tous les cas d'urgence seront orientés vers des sites choisis pour les recevoir. À Kinshasa, par exemple, il y aura 4 hôpitaux pour recevoir des cas d'urgence exclusivement, a expliqué le médecin. Pendant la grève déclenchée depuis le 12 juillet dernier, dans sa première phase, les grévistes ont assuré un service minimum dans chaque hôpital de la RDC pendant la semaine des négociations avec le gouvernement. Dans leurs revendications, des syndicats des blouses blanches ont invité le gouvernement à verser des salaires à plusieurs centaines de médecins régulièrement engagés, mais qui travaillent sans être payés, à accorder des promotions en grade pour d'autres et l'admission de nouveaux médecins. Mais le gouvernement propose une réponse en 2 paliers. D'abord, le règlement des problèmes administratifs à court terme. Ensuite, le volet pécuniaire qui pourra intervenir dans le cadre de l'exercice 2022, ce que les médecins du secteur public rejettent. Vendredi, 2 engins explosifs improvisés ont explosé respectivement au passage d'un véhicule militaire et d'une moto lors d'une mission mixte armée de terre et gendarmerie-police dans les environs de Dablo au nord. Bilan, 3 soldats tués, 5 blessés, indique mardi un communiqué de l'état-major des armées du Burkina Faso. Vendredi, des sources sécuritaires avaient rapporté à l'AFP cette attaque, faisant alors état d'un bilan provisoire d'1 soldat tué et 4 blessés. L'équipe revenait d'une mission à Foubé, localité de la commune de Barsalogo, abritant un grand nombre de déplacés internes, lorsqu'un des véhicules du convoi a roulé sur l'IED, un engin explosif improvisé, avait expliqué cette source. Le même jour, suite à une reconnaissance offensive menée dans les forêts de Toulfé et Tougrebouli au nord, les unités du 12e régiment d'infanterie commando ont détruit une base terroriste et neutralisé des dizaines de terroristes selon l'armée. Un supplétif civil de l'armée a été tué dans l'opération et 8 soldats ont été blessés, précise aussi l'armée, qui fait état du recouvrement d'armements, de munitions et de matériel de campement. Le Burkina Faso, comme ses voisins le Mali et le Niger, fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est. Les attaques avec des engins explosifs improvisés, qui se multiplient depuis 2018, ont coûté la vie à plus de 200 personnes civiles et militaires, selon un décompte de l'AFP. Ces attaques, souvent couplées à des embuscades et attribuées aux groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique et Al-Qaïda, ont fait plus de 1500 morts et contraint plus de 1,3 million de personnes à fuir leur foyer. À l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir, encore appelée la Tabaski en Afrique de l'Ouest, le président ivoirien a appelé à poursuivre le processus de réconciliation nationale. La déclaration est courte, mais d'importance, car jusqu'à présent, le chef de l'État avait gardé le silence sur le climat politique et la réconciliation nationale, officiellement en cours depuis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il y a un mois, juste après la prière de célébration de la Tabaski. À la grande mosquée de Riviera Golf, le chef de l'État a exhorté ses concitoyens à poursuivre le processus de cohésion nationale. Alors que ces 10 derniers jours, les échanges par médias interposés entre le parti présidentiel, RHDP, et le tandem d'opposition FPI-PDCI ont surtout sonné comme un retour aux rivalités habituelles. Cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde, a lancé Alassane Ouattara, que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation puissent continuer à se renforcer, que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Je voudrais rassurer nos compatriotes que par la grâce du Seigneur, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens. Depuis le retour en grande pompe de Laurent Gbagbo, les 2 hommes ne se sont toujours pas parlé. Le pays est toujours dans l'attente d'un calendrier de mise en place d'un grand dialogue national. La justice malienne a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur la tentative d'assassinat du président de transition, le colonel Assimi Goïta. Les motivations et l'identité de son agresseur présumé restent inconnues du public. Il est toujours écouté par les services de renseignement.
Un individu mal intentionné a tenté de porter atteinte à l'intégrité physique du président de la transition à la fin de la prière de l'Aïd al-Adha mardi à la grande mosquée de Bamako, a indiqué dans un communiqué le procureur du tribunal de grande instance de la commune 2 de Bamako, Bourama Kariba Konaté. Face à ces faits, susceptibles des infractions d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentatives d'assassinat, une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière autour de cet événement, a-t-il ajouté. Le colonel Goïta, auteur de 2 putschs en moins d'1 an, dont celui qui a renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, est sorti indemne de cette tentative d'agression commise par un homme armé d'un couteau. L'auteur présumé de l'attaque, maîtrisé par la garde rapprochée du chef de l'État, était toujours entendu mercredi dans les locaux de la sécurité d'État, tandis que la police se charge d'entendre les témoins, a indiqué le commissaire principal Sadio Tomoda du 3e arrondissement de police de Bamako. L'identité de l'assaillant n'a pas été révélée. Le commissaire Tomoda avait indiqué mardi soir qu'il s'agissait d'un enseignant sans plus de détails. Les autorités n'ont jusqu'à présent officiellement privilégié aucune piste quant aux motivations de l'agresseur dans un pays très instable politiquement et en proie à des violences multiformes depuis 2012. Quand on est leader, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, tenter des actions isolées, avait déclaré mardi Assimi Goïta à la télévision nationale en disant « Allez très bien ». Au moins 20 personnes sont mortes lundi dans le naufrage d'une pirogue sur le lac artificiel de Sélingué, dans le sud-ouest du Mali, et 9 ont pu être sauvés par des pêcheurs, a-t-on appris mercredi auprès de responsables locaux. Ce sont des gens qui se rendaient dans leur village pour la fête de la Tabaski, quand leur pirogue a heurté un tronc et s'est percée, a déclaré à l'AFP le maire de la commune rurale de Baya, sur les rives de ce lac de barrage situé à 140 km au sud de Bamako, près de la frontière avec la Guinée. 23 personnes sont mortes. Grâce aux pêcheurs qui leur ont porté secours, 9 rescapés ont pu gagner les berges, a ajouté le maire, selon qui les pêcheurs ont sorti 23 corps de l'eau. Le chavirement a fait au moins une vingtaine de morts. Il y a des enfants et des femmes, a pour sa part indiqué un responsable de la gendarmerie de Sélingué, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Les enterrements ont eu lieu hier soir, a précisé à l'AFP le directeur d'une école de Baya, Tiemoko Sissoko, en confirmant un bilan d'une vingtaine de morts.